Nous sommes au milieu des années 60, à Indianapolis, aux États-Unis, chez une famille classique, les McKay. Lincoln McKay, le père, est ingénieur. Sa femme, Helen, est femme au foyer. Ils ont 2 enfants, le petit Billy, 7 ans, et sa grande sœur Bessie, 15 ans, ainsi qu'un chien. En début de soirée, M. McKay vient de rentrer du travail, et il retrouve, comme souvent, ses 2 enfants en train de se chamailler pour des broutilles, en l'occurrence ici, la télévision. Contrairement à beaucoup de ses concitoyens, Lincoln n'est pas spécialement adepte de la petite lucarne. Il la regarde bien sûr, mais en cas de conflit sur le programme, il n'hésite pas à dire que rien n'empêche à celui qui n'est pas d'accord avec le choix des autres d'aller lire un bon livre à la place. Et justement, ce soir, Billy et Bessie ne sont pas d'accord. À l'époque, la télévision américaine proposait déjà pas moins de 14 chaînes, donc pas mal de choix. Or, alors que Billy souhaite regarder Planète Interdite, le célèbre film de science-fiction datant de 1956, sa grande sœur, elle, ne manquerait pour rien au monde le nouvel épisode de Peyton Place, un célèbre soap de l'époque, ayant par ailleurs été diffusé en France plus de 10 ans après, à partir de 1975. Rodney va-t-il enfin déclarer sa flamme à Allison? Question cruciale. Mais chez les McKay, c'est le père qui a tout pouvoir, y compris celui de décider de quelle chaîne la famille regardera après dîner. Car, comme je viens de vous le dire, Lincoln n'est pas un télévore et souhaite que le repas reste un moment de communication entre les membres de sa petite famille. Une fois le dessert achevé, alors que Helen débarrasse la table, on est dans les années 60, ne venez pas me parler de féminisme et partage des tâches, le père choisit de tirer à pile ou face entre ces 2 rejetons. Pile, Peyton Place. Face, Planète Interdite. Il lance la pièce en l'air et la rattrape. Pile, Bessie est ravie, tandis que son frère fait la grimace. Elle allume alors la télévision sur la 12e chaîne et s'installe confortablement dans le fauteuil, en compagnie de ses parents, tandis que Billy, boudeur, va lui s'asseoir dans un fauteuil un peu en retrait, en compagnie du chien. L'écran met étrangement du temps à s'allumer. Celui-ci reste grisâtre un certain temps, avant qu'enfin une image assez vague commence à apparaître. On peut distinguer une forme allongée, mais sans beaucoup de détails, et qui reste totalement immobile. Les McKay finissent par distinguer comme un homme alité. Bessie se demande si cela ne pourra pas être le vieux Martin, qui pourtant était en parfaite santé dans le dernier épisode. Autre souci, il n'y a quasiment pas de son. Helen demande alors à sa fille d'aller tourner le bouton afin d'augmenter le volume. Et oui, à l'époque, la télécommande était loin d'être répandue. Elle s'exécute, mais l'appareil ne laisse échapper que quelques grésillements. Lincoln charrie sa fille. « Et dis donc, il n'est pas très varié ton programme !» En effet, la situation dure depuis déjà plusieurs minutes, alors que l'image commence à se faire de plus en plus nette. Il s'agit effectivement d'un homme allongé sur un lit, et on le dirait plus mort que malade ou simplement fatigué. Helen commence à se sentir mal. Billy, qui est venu jeter un coup d'œil, se demande si la chaîne n'aura pas supprimé Peyton Place pour y mettre un film d'horreur à la place. Et soudain il s'écrie « Mais c'est Papy !» Sa mère est sur le point de s'évanouir. En effet, désormais l'image est suffisamment nette, et le doute n'est plus permis. Ce que la famille McKay regarde depuis 5 bonnes minutes, c'est George Schutz, le père d'Helen, et donc beau-père de Lincoln, décédé 8 mois auparavant, à l'âge de 76 ans. La scène ne propose aucun décor, juste George sur son lit, en costume noir, les mains croisées sur sa poitrine. Flossie, le chien, semble pris de panique, et va se cacher derrière le canapé. Lincoln est abasourdi, et ne comprend pas ce qui peut bien se passer. D'un naturel rationnel, il se lève et va éteindre le poste avant de le rallumer. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Quelle que soit la chaîne, l'appareil ne retransmet que cette image du beau-père décédé. Je rappelle qu'Arnold est ingénieur. Il dispose donc d'un certain nombre de connaissances techniques. Il y a forcément une explication logique à ce qui ne peut être que l'œuvre de très mauvais goût d'un plaisantin. Aussi, il commence par suivre le fil d'antenne, mais qui aboutit bel et bien à l'antenne sur le toit. De la même manière, le câble d'alimentation est normalement branché dans la prise au mur. Au grand mot, les grands remèdes. Il dévisse l'arrière du téléviseur, mais là encore, tout paraît normal.
D'ailleurs, la couche de poussière qui s'était accumulée indique sans embâche que personne n'a dû le démonter depuis assez longtemps. Il rallume la télévision, mais rien n'a changé. Hélène, complètement effrayée, demande à son mari d'appeler la police. Ce dernier est un peu circonspect, se demandant ce que pourraient bien faire les forces de l'ordre dans pareil cas, mais il se trouve qu'il connaît personnellement un des policiers du commissariat du coin. Aussi l'appelle-t-il en lui demandant de venir au plus vite, mais sans lui expliquer la raison exacte, ayant trop peur de se voir raccrocher au nez. Un peu plus tard, 3 policiers arrivent chez les McKay. On leur explique la situation, et ils sont bien obligés de constater que Lincoln ne ment pas. Eux-mêmes refont quelques vérifications d'ordre technique, mais sans plus de résultats. Ils mènent alors une rapide enquête de voisinage. Aucun autre poste ne souffre du même problème, et personne, parmi ceux qui regardaient la télévision à la même heure dans le même immeuble, n'ont vu quoi que ce soit pouvant ressembler de près ou de loin à une scène semblable. La police fait alors appel à un technicien spécialisé, qui non seulement constate lui aussi le phénomène, mais après examen de l'appareil, démontage et remontage intégral, le déclare en parfait état de marche. L'hypothèse d'un habile trucage était définitivement exclue. Les agents prirent même des photos de l'écran, qui montraient bien aussi George Schultz sur son lit de mort, ce qui excluait par ailleurs l'hypothèse d'une hallucination collective. Le lendemain, il en alla de même. Hélène, n'en pouvant plus, recouvrit ensuite le poste avec un foulard de deuil noir et demanda à Lincoln de ne plus l'allumer. Mais 2 jours plus tard, il ne put résister et retenta à nouveau. Et rien n'avait changé. Finalement, 6 jours après la première apparition, 3 au total, le téléviseur se remit à fonctionner normalement, comme si de rien n'était. Et ce fantôme télévisuel ne refit plus jamais reparler de lui.